Nous allons reprendre là tout de suite avec des pathologies liées à nos maladies là, de DIP qui nous touchent. Là, j'en discutais donc avec le docteur Couloignet. Effectivement, moi, ça m'arrive assez souvent là, d'avoir des problèmes dans la sphère ORL. Et donc, docteur Couloignet donc, va nous évoquer donc, ces problématiques-là tout de suite. Donc, merci à lui en tout cas. Merci. Écoutez, merci beaucoup de m'avoir invité. Merci à Iris de m'avoir invité à cette belle journée. Et moi, je suis pédiatre à Necker, donc effectivement, je suis un petit peu moins compétent dans les problématiques adultes, mais enfin, bon, elles sont tout de même assez proches. Et ne m'en veuillez pas si je suis retournée aussi à des choses un petit peu basiques. J'espère que vous apprendrez quand même quelques petites choses. Donc juste un tout petit peu d'anatomie, parce qu'en fait l'ORL, déjà ça commence mal, parce que l'anatomie est toujours un peu compliquée de cette région-là. Et du coup, je voulais juste faire un petit rappel assez rapide. Donc en fait, pour vous dire que toutes les cavités en fait, de la sphère ORL sont reliées les unes aux autres. Et donc en fait, à partir des fosses nasales que vous voyez ici, donc vous avez tout un tas de cavités sinusiennes, donc des sinus maxillaires qui sont sous les yeux. Entre les yeux, vous avez des sinus qu'on appelle les ethmoïdes. Et puis, au niveau du front, vous avez donc les sinus frontaux. Et en arrière, en fait, du nez et en haut, donc on a un autre sinus qu'on appelle le sinus sphénoïde. Donc un tas de cavités comme ça remplies d'air et qui sont reliées aux fosses nasales par des petits orifices. Et puis, autres cavités ORL qui sont reliées aux fosses nasales, ce sont donc les oreilles, les oreilles moyennes. Et vous avez donc un espèce de conduit ici qu'on appelle la trompe d'Eustache, qui part en fait donc de la partie postérieure de la fosse nasale et qui va apporter de l'air en fait donc à cette cavité d'oreille moyenne où vous avez donc le tympan et puis des petits osselets. Et dernière chose sur le plan anatomique à savoir, c'est que vous avez donc au niveau de la sphère ORL des organes lymphoïdes, donc des lymphocytes, des cellules de défense immunitaire. En 3 endroits essentiellement, enfin c'est regroupé en amas, en tout cas au niveau de ce qu'on appelle les végétations, également donc en arrière du nez, dans le rhinopharynx, les amygdales, qui sont en arrière de la cavité buccale, et ce qu'on appelle aussi les amygdales basilinguales, qui sont situées au niveau de la base de langue. Et donc vous avez par ailleurs un tas de lymphocytes qui sont un petit peu épars le long de la muqueuse ORL, mais vous avez regroupement surtout de ces lymphocytes au niveau de ces végétation amygdale et amygdale linguale. Alors, pour avancer, c'est par là, pardon. Donc, une autre chose importante également sur le plan, je dirais, général, c'est que, effectivement, on est en ORL assez fréquemment confronté à des infections chez l'enfant du fait de ce qu'on appelle la maladie d'adaptation, c'est-à-dire que vous avez entre les âges de 6 mois et 5 ans une espèce de déficit physiologique chez tous les enfants, en dehors de tout déficit immunitaire. Et en fait, comme la sphère ORL, les fosses nasales, la cavité buccale sont en première ligne pour donc le contact avec l'extérieur et avec des germes ou des virus variés, eh bien, vous avez à ce moment-là souvent des infections ORL, que ce soit donc des otites, ce qu'on appelle les adénites, c'est-à-dire des ganglions inflammatoires douloureux infectés, des laryngites, des sinusites. Voilà. Donc en fait, on a tout un tas de pathologies qui, même en dehors de tout déficit immunitaire, sont très fréquents chez le petit entre 6 mois et 5 ans. Et on estime par exemple qu'à l'âge de 2 ans, un enfant fait en moyenne, en période automno-hivernale, 6 à 8 rhinopharyngites. Donc la cause, c'est que le système immunitaire dans cette tranche d'âge n'est pas mature. Et d'autre part, les organes lymphoïdes qu'on a vus tout à l'heure, les végétations, les amygdales, qui sont donc des amas de cellules de défense immunitaire, en fait, au bout d'un certain temps, deviennent des nids de germes, des réservoirs bactériens. Et donc les bactéries, comme ça, restent à l'état chronique au niveau de ces organes, entourés de ce qu'on appelle des biofilms. Et donc ensemencent régulièrement les oreilles, le nez, les sinus pour favoriser donc ces surinfections bactériennes. Alors, comme conséquence donc de ces infections ORL, en dehors effectivement des épisodes aigus avec de la fièvre, des douleurs au niveau de la gorge ou des oreilles, etc., vous avez aussi le fait que les lymphocytes stimulés par l'infection prolifèrent au niveau des amygdales et des végétations et que donc ça entraîne la présence donc, de grosses végétations et de grosses amygdales. Et donc, vous avez aussi toute une pathologie respiratoire liée à ces phénomènes, avec donc des ronflements, voire des apnées du sommeil.
Donc ça, c'était un petit peu quelques généralités sur le plan ORL par rapport à l'immunité et aux infections. Maintenant, on va partir un peu plus sur le vif du sujet concernant donc les atteintes les plus fréquemment rencontrées dans le cadre des déficits immunitaires primitifs, que sont donc les rhinosinusites. Alors, une étude qui avait été publiée en 2006, par exemple, qui était une série polonaise, concernant en fait donc la fréquence, la prévalence des sinusites donc dans différentes populations de déficit immunitaire. Et comme vous pouvez le constater, on a des variations bien sûr en fonction du type de déficit, mais on a quand même au minimum 50% et au maximum 86% donc, de sinusite chronique dans le cas des déficits immunitaires humoraux, donc une prévalence importante. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est qu'une rhinosinusite chronique ? Eh bien, en fait, donc, c'est une définition clinique. Ce ne sont pas les examens complémentaires qui vont vous dire que vous avez une sinusite, ce sont vraiment vos symptômes. Donc, chronique, ça veut dire plus de 3 mois d'évolution. Et les signes habituels, eh bien, c'est donc une obstruction nasale, un écoulement nasal, soit par l'avant, donc avec un mouchage permanent, soit par l'arrière au niveau de la gorge. Donc ce qu'on appelle une rhinorrhée antérieure ou postérieure. Et dans le cas des déficits immunitaires, cette rhinorrhée, elle est souvent purulente. L'écoulement en arrière, en fait, entraîne une inflammation au niveau du pharynx, de la gorge, et donc ça se traduit par des raclements de gorge, quelques douleurs pharyngées et une toux chronique également par irritation laryngée. Et puis, plus rarement, vous pouvez avoir donc, des douleurs, en particulier donc, sur ce qu'on appelle des poussées de réchauffement de sinusite chronique, c'est-à-dire lorsqu'il y a une prolifération bactérienne aiguë intercurrente. Et vous pouvez aussi avoir une baisse de l'odorat parce que donc, en haut de la fosse nasale se trouvent donc, les placodes olfactifs, ce qui est responsable donc, de la sensation donc, des odeurs. Et si vous avez une muqueuse inflammatoire infectée, eh bien, les molécules qui propagent en fait la sensation d'odorat n'arrivent jamais à leur cible et donc ne stimulent pas cet épithélium olfactif. Alors, comment est-ce qu'on explore ces patients ? Eh bien, tout d'abord, cliniquement, pour pouvoir voir les fosses nasales, eh bien, on a recours donc à une fibroscopie avec des tout petits fibroscopes. On peut utiliser ça même chez le petit enfant avec des bons conditionnements et une petite donc, anesthésie locale avec de la xylocaïne. Et donc, ça nous permet de voir différents aspects pathologiques. Tout d'abord, ce qui est le cas le plus fréquent donc, dans le cas des déficits immunitaires, la présence donc, d'un édème de la muqueuse, c'est-à-dire c'est une muqueuse qui est un petit peu gonflée, un petit peu épaissie, un petit peu rouge, et des sécrétions purulentes très fréquentes. Un autre aspect, donc, c'est celui qu'on appelle donc, hypertrophie des cornées inférieures. Alors, quand on regarde une fosse nasale, ici, vous avez la cloison nasale au milieu. Et sur les côtés, en fait, vous avez des os qu'on appelle les cornets, qui sont un petit peu en forme de volute. Et normalement, chez un sujet, je dirais, indemne de tout problème immunitaire, ces cornets ne prennent pas toute la place dans les fosses nasales et donc ça nous permet de respirer par le nez. Quand la muqueuse nasale est inflammatoire, ce cornet est très gonflé et prend toute la place, ce qui fait qu'on a une obstruction nasale qui empêche de bien respirer par le nez. Et enfin, donc, vous avez de façon plus rare, dans le cas de déficit immunitaire, la possibilité parfois de voir des polypes dans les fosses nasales. Les polypes, ce sont des petites boules donc muqueuses avec un tissu conjonctif sous la muqueuse qui peuvent, si ils prolifèrent de façon un petit peu trop importante, entraîner donc une obstruction nasale là aussi. Alors l'imagerie, donc scanner ou IRM, eh bien, l'imagerie, en fait, on ne la fait pas à titre systématique, mais surtout quand on a des poussées de réchauffement, c'est-à-dire des sinusites aiguës avec de la fièvre ou des douleurs, ou quand on a des douleurs intenses, ou des symptômes inhabituels, notamment ophtalmologiques, qui pourraient faire craindre éventuellement une complication donc de sinusite, ou alors quand on envisage de faire une chirurgie rhinosinusienne, donc une chirurgie au niveau du nez ou des sinus, en préopératoire. Et donc on peut avoir recours soit au scanner, soit à l'IRM. Le scanner présente des avantages d'être évidemment facile à obtenir et très facile à réaliser chez l'enfant. Maintenant, avec les scanners multibarrettes, ça prend 30 à 40 secondes d'avoir un scanner des sinus. Et par ailleurs, l'avantage, c'est que comme les sinus sont des cavités osseuses, eh bien, le scanner permet de bien voir les parois osseuses des sinus. En revanche, c'est un examen qui est irradiant.
Et donc, effectivement, chez l'enfant, on essaie de surtout ne pas trop répéter cet examen. Et si on est amené à faire des imageries répétées au niveau des sinus, on préfère à ce moment-là plutôt faire des IRM qui donnent également de très bonnes informations. Donc, les prélèvements bactériologiques au niveau nasal, en fait, ont surtout un intérêt en cas de surinfection aiguë. Ce qu'on fait, en fait, c'est sous contrôle fibroscopique, à l'aide notamment des couvillons. On va essayer de prélever donc, les sécrétions purulentes qui sont situées en fait, au niveau des orifices de drainage des sinus maxillaires et des ethmoïdes, dans une région qu'on appelle le méa moyen ici. Et il faut quand même savoir que la corrélation entre les bactéries qu'on a dans les sinus et les bactéries qu'on prélève comme ça dans le nez n'est pas parfaite. C'est-à-dire qu'on peut très bien trouver des germes différents dans la fosse nasale par rapport au sinus. Donc ça n'a une valeur quand même que relative, ces prélèvements, mais ça peut être utile quand même pour guider une éventuelle antibiothérapie en cas de surinfection bactérienne aiguë dans le cadre d'une sinusite chronique. Alors quels sont les traitements qui peuvent agir sur la rhinosinusite chronique? D'abord, les traitements du déficit immunitaire de manière générale, que ce soit donc les substitutions en immunoglobulines, les éventuelles antibiothérapies au long cours. Et puis, il y a des traitements un peu plus spécifiques, donc des traitements locaux rhinosinusiens, notamment donc les lavages de nez au sérum salé, ce qu'on appelle le sérum physiologique, mais vous pouvez aussi avoir des sérums qui ont un petit peu plus de sel que le sérum physiologique, donc ce qu'on appelle des sérums hypertoniques, et puis donc éventuellement des corticoïdes locaux et ce qu'on appelle des antibiothérapies locales, c'est-à-dire des solutions de sérum physiologique contenant des antibiotiques que l'on donne soit en lavage de nez, soit en aérosol, mais je reviendrai bien sûr sur ces petits traitements dans les diapositives suivantes. Et puis quelques traitements chirurgicaux, l'ablation des végétations adénoïdes, qu'on appelle adénoïdectomie, des chirurgies des sinus, et puis des chirurgies ciblées sur le cornet inférieur, dont je vous ai montré tout à l'heure que parfois il prenait toute la place dans le nez et qui gênait pour respirer. Et donc il y a des gestes assez simples qui peuvent permettre de diminuer un petit peu le volume de ces cornets et de permettre de mieux respirer par le nez. Il est important de savoir qu'il y a en fait très peu d'études qui ont été faites spécifiquement sur les sujets immunodéprimés concernant les effets secondaires et l'efficacité de ces traitements. Et globalement, on a en plus, il faut le dire quand même, une efficacité très modeste de tous les thérapeutiques qu'on a pu proposer sur les rhinosinusites chroniques dans le cadre des immunodépressions. Concernant les substitutions en immunoglobulines, par exemple, une étude, il y en a plusieurs bien sûr, mais je vous en cite une, qui montrait en fait, parmi 17 patients avec des immunodépressions, donc que on avait des symptômes de rhinosinusite chez 14 patients sur 17 avant le début des immunoglobulines. Et aux dernières nouvelles, à la fin de l'étude, eh bien, seuls 2 n'avaient plus de symptômes. Donc on ne peut pas dire qu'il y ait eu une modification par le traitement par immunoglobuline de leurs symptômes. Concernant les antibiothérapies au long cours, là aussi je vous cite une étude qui est maintenant un petit peu ancienne, mais qui montrait en fait, là aussi sur une population de 16 enfants suivis pour déficit immunitaire, la persistance de symptômes de rhinosinusite chronique malgré des injections d'immunoglobulines. Et lorsqu'on mettait en place un traitement antibiotique par de l'azithromycine, un antibiotique, pendant 6 semaines, eh bien, on n'avait pas de modification notable de l'inflammation sinusienne. Alors là aussi, tout à l'heure, c'est ce qui a été dit pour d'autres aspects de thérapeutique. Tout ça, c'est sur des grands groupes. Ça ne veut pas dire qu'à l'échelle individuelle, on ne va pas constater de temps en temps de franches améliorations des symptômes au cours d'une antibiothérapie mise en place en hiver pour d'autres raisons. Alors, les lavages des fosses nasales, eh bien donc... à partir donc de 4 ans, on peut effectivement utiliser des lavages de nez assez abondants. On peut utiliser donc des lavages comportant 30 ml par fosse nasale 2 fois par jour, ou même plus fréquemment en cas d'infection. On peut avoir recours à différents types de produits. Souvent, quand les enfants sont très gênés par la présence de pus abondants, on peut avoir recours à ces petits lavages qui utilisent cet appareil qu'on appelle le Rhino Horn,
qui consiste en fait à mettre une quantité d'eau de sérum physiologique assez abondant dans une fosse nasale avec le liquide qui ressort par l'autre côté. Alors évidemment, chez les enfants en bas âge, c'est difficile, mais dès que l'enfant est un peu plus grand, on peut le faire. L'avantage, c'est qu'on fait des lavages assez abondants et sans pression, donc qui sont assez bien tolérés et qui sont assez efficaces. Et sinon, vous avez d'autres produits qui sont sur le marché depuis quelques temps et qui semblent donner d'assez bons résultats, bien que là aussi, bien sûr, j'insiste bien, tout ça, ça ne repose pas sur des études prospectives randomisées permettant vraiment de démontrer que chez les sujets immunodéprimés, on a une efficacité de ces traitements. Donc, le Rhinoclear, ce sont des petits systèmes d'aérosols très doux permettant une bonne diffusion du sérum physiologique au niveau des fosses nasales et des sinus. Les corticoïdes nasaux, donc les petites pulvérisations nasales de corticoïdes, là aussi, donc, on n'a pas de preuve formelle de l'efficacité de ces traitements, mais enfin, bon, il est certain que pendant qu'on prend les corticoïdes, on a une diminution temporaire de l'inflammation nasale. Il faut privilégier les corticoïdes les plus récents, par exemple la mométasone, du fait de son faible passage sanguin chez l'enfant. Il n'y a pas eu d'effet démontré sur la croissance de l'enfant. Vous savez que normalement, les corticoïdes, ça peut freiner un petit peu la croissance. Et donc, il y a eu beaucoup d'études sur le sujet donc, du retentissement de la prise chronique de pulvérisation nasale de corticoïdes sur la croissance de l'enfant. Et on n'a pas montré d'effet secondaire à ce niveau-là. Autre chose à savoir sur ces petits traitements corticoïdes nasaux, c'est que de temps en temps, ça peut irriter la muqueuse nasale et favoriser donc les épistaxis, les saignements de nez. Donc, si vous avez des saignements de nez qui apparaissent alors que vous avez ce traitement, il vaut mieux le suspendre pour que ça s'arrête. Alors, les antibiothérapies, en fait, donc, sont plutôt réservées aux surinfections. Et dans ces cas-là, on met en place donc une antibiothérapie d'une dizaine de jours avec prélèvement bactériologique permettant éventuellement de modifier les antibiotiques si l'on voit que l'antibiotique qu'on avait mis au départ n'agit pas sur les bactéries qui ont été isolées. Et puis, en cas de situation d'échec, on peut être amené à instaurer donc, des aérosols antibiotiques. Donc, ça nécessite la location d'un appareil pour aérosol et on met donc dans cet appareil, il y a différentes recettes, là je vous en cite une, mais on met dans cet appareil donc, des petits antibiotiques qui permettent donc d'avoir une action locale assez efficace sur les fosses nasales et les cavités sinusiennes. Là encore, pas encore d'études, mais il y a des choses quand même qui vont se mettre en place pour essayer de tester l'efficacité de ces produits. Mais en routine clinique, ce qu'on peut dire, c'est que vraiment, pour nous, c'est vraiment le traitement le plus efficace quand vraiment on a des rhinorrhées purulentes dont on ne se sort pas chez des enfants immunodéprimés ou d'autres qui ont des dyskinésies ciliaires ou des mucoviscidoses. Alors, l'ablation, on passe maintenant aux traitements chirurgicaux. Donc, l'ablation des végétations, ce qu'on appelle l'adénoïdectomie. Donc, je vous rappelle, les végétations, c'est ce tissu lymphoïde qui est situé dans la partie postérieure des fosses nasales, ce qu'on appelle le rhinopharynx. Et donc, on fait ça surtout chez les enfants en bas âge parce que ces végétations ont tendance ensuite à régresser chez l'enfant plus âgé. Mais on peut avoir de temps en temps des jeunes adolescents avec encore des grosses végétations assez volumineuses et infectées. Donc là aussi, pas d'évaluation spécifique de l'intérêt de cette intervention sur un terrain immunodéprimé. On a quand même un intérêt potentiel déjà évident, c'est quand l'enfant présente des ronflements, voire des apnées du sommeil parce que ces végétations lui obstruent les fosses nasales et que du coup, il respire tout le temps la bouche ouverte et qu'il a des difficultés respiratoires la nuit. Là, il est évident que l'ablation des végétations ne va peut-être pas supprimer les infections, mais en tout cas va certainement améliorer la respiration nasale et diminuer les apnées du sommeil. Et puis, d'une manière générale, quand même, on peut constater de temps en temps que quand vous avez une fosse nasale qui est plus perméable, elle est mieux aérée, moins confinée, et vous avez quand même souvent une amélioration en fait de l'état inflammatoire nasal et sinusien. Et puis, bien sûr, de façon importante, c'est une chirurgie qui est simple et peu risquée. Notamment, si vous comparez ça à l'ablation des amygdales, il n'y a pas de risque, ou très peu de risque hémorragique, et c'est infiniment moins douloureux. Donc, c'est une chirurgie qui est quand même beaucoup plus légère. Alors, la chirurgie endoscopique des sinus, donc ça, c'est une chirurgie qui est donc un peu plus compliquée techniquement. Souvent, on a recours maintenant à ce qu'on appelle de la neuronavigation, c'est-à-dire que la pointe des instruments est localisée sur un écran. Et donc, on a recours à des endoscopes rigides munis de caméras. Et en fait, on opère en regardant l'écran et non pas en regardant directement dans son endoscope.
Et donc, vous pouvez aller comme ça dans les fosses nasales, dans les sinus, et on l'utilise aussi maintenant pour faire certaines interventions au niveau de la base du crâne. Alors, quels sont les buts dans le cadre des rhinosinusites chroniques de cette chirurgie? Eh bien, d'abord, c'est d'agrandir les orifices de drainage des sinus. Comme je vous l'ai dit, les sinus sont des cavités qui sont très grandes et dont l'orifice de drainage est tout petit. Et donc, il suffit qu'il y ait une inflammation, une infection pour que la muqueuse gonfle et que les orifices de drainage soient complètement bouchés. Donc, du coup, vous avez une cavité qui n'est pas aérée, qui est en rétention purulente, comme on dit, et donc ça favorise beaucoup les infections. Donc, du coup, le principe de cette chirurgie, c'est d'ouvrir largement les orifices de drainage et de diminuer ainsi l'état inflammatoire et infectieux des sinus. Par ailleurs également, donc, de réduire l'obstruction nasale en diminuant l'inflammation muqueuse, de diminuer éventuellement les douleurs qui seraient liées à la rétention de pus dans les sinus et de diminuer les risques de surinfection aiguë. Donc voilà, par exemple, ici, on utilise des micro-pinces pour ouvrir un petit peu les sinus. Ici, vous avez le sinus maxillaire qui est largement ouvert dans la fosse nasale. Et de temps en temps aussi, vous pouvez être amené à enlever des polypes, comme je vous le disais, qui peuvent obstruer la fosse nasale. Un cas particulier qu'on rencontre de temps en temps, notamment chez certains patients immunodéprimés, ce sont ce qu'on appelle des mucocèles. Ce sont des kystes en fait remplis de sécrétions et qui gonflent comme ça mois après mois. Et donc ces mucocèles peuvent finir par éroder un petit peu les parois osseuses des fosses nasales et des sinus, et donc peuvent éventuellement comprimer les structures de voisinage, en particulier l'œil. Et donc là, ce sont des interventions, bien sûr, ce sont des indications chirurgicales indiscutables à ce moment-là pour aller drainer ces kystes. Alors, concernant donc l'efficacité de cette chirurgie, donc elle est très faible elle est assez faible, on dira, concernant l'inflammation et l'infection sinusienne. Il y a pas mal d'études qui ont été faites sur le sujet, mais donc faible efficacité de la chirurgie endonasale dans ces pathologies. Et puis, en plus, comme les chirurgiens sont des gens un peu têtus, parfois, quand ça ne marche pas, ils recommencent. Et donc, on avait, du coup, dans certaines séries, des patients qui, en moyenne, avaient été opérés 3 fois des sinus et certains patients qui avaient même eu 9 interventions. Donc, évidemment, maintenant, c'est un peu calmé là-dessus. Mais bon, sachez effectivement que le taux donc, d'échec de ces interventions de chirurgie endonasale est assez important. Et cette faible efficacité est à mettre en balance avec les risques de cette chirurgie. Tout d'abord, comme vous enlevez de la muqueuse, vous allez avoir des zones en fait, d'os à nu qui sont pas recouvertes de muqueuse, et donc ça va favoriser des croûtes, des écoulements qui peuvent être assez durables. En cicatrisant aussi, vous pouvez avoir des petites synéchies, c'est-à-dire des brides de muqueuse qui vont en fait provoquer des obstructions nasales. Et puis, de façon heureusement exceptionnelle, vous pouvez avoir aussi des petits risques de lésions au niveau de l'œil, voire même des petites déchirures méningées qui, là, heureusement, sont très très rares. Comme je vous le mentionnais tout à l'heure, donc, pour les obstructions nasales invalidantes et associées à une inflammation importante des cornées inférieures, eh bien, à ce moment-là, on peut avoir recours à des interventions qu'on appelle des turbinoplasties ou des turbinectomies. La plus fréquemment pratiquée, c'est la turbinoplastie. Et en fait, ça consiste simplement à repousser un petit peu cet os, ce cornet inférieur vers le dehors, et puis à promener le long de la muqueuse, soit du laser, soit une petite sonde de radiofréquence. Et du coup, la muqueuse, en cicatrisant, se rétracte, et donc on respire mieux par le nez. Donc ces interventions, en fait, n'ont pas d'efficacité sur la sécrétion purulente, ni sur les surinfections. C'est juste pour bien respirer par le nez, mais c'est quand même une plainte assez fréquente dans le cas des déficits immunitaires primitifs, ces obstructions nasales chroniques. Juste pour vous dire qu'on avait fait un petit travail avec une interne d'ORL et l'équipe d'immunohématologie de Necker concernant justement ces déficits immunitaires. C'était deux déficits immunitaires un peu précis, l'hypogamma-globulinémie et les syndromes d'hyper-IgM. Et on avait pu constater en fait que ni les substitutions en immunoglobulines, ni les antibiothérapies, ni aucun autre traitement un peu plus spécifique ne modifiait de façon durable la symptomatologie de la rhinosinusiite chronique. Un point positif, c'était que quand même au cours d'un suivi assez prolongé, on avait 44% des patients dont les symptômes avaient fini par s'améliorer au cours du temps, mais on ne peut pas dire que ce soit vraiment lié à des thérapeutiques bien précises. Donc,
C'est comme vous voulez, oui. Donc on va peut-être arrêter là, parce que c'était le plus important comme message. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur, pour tous ces éléments et pour ces conseils aussi thérapeutiques. Malheureusement, étant donné le temps imparti, nous n'allons pas pouvoir poser de questions. Donc, merci beaucoup à nouveau. Et voilà, je propose aux